tous et bienvenue sur la chaîne Profession Prof pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons tout simplement rentrer dans la classe d'un CE1 ou d'un CE2. Je vais tâcher, durant cette session, de vous proposer différentes activités qu'on pourrait retrouver dans une classe normale. La session va durer à peu près 2 heures si vous faites les exercices, etc. Et puis, vous verrez que je vais faire apparaître à chaque fois 2 logos. Donc, le logo pause, qui sera tout simplement pour vous indiquer qu'il faut mettre la vidéo sur pause pour pouvoir réaliser un exercice, réfléchir, découvrir, lire. Et le logo retour en arrière qui est ici et qui sera tout simplement un logo qui va vous permettre de stopper la vidéo, de revenir un petit peu en arrière pour visionner de nouveau des ressources, etc. si vous avez besoin dans les exercices. On est donc parti pour cette vidéo. Alors, elle a été tournée le 14/04, mais elle sera disponible que lundi. Et d'ailleurs, on va voir tout de suite, pour les rituels, quel jour nous sommes. Bien, alors, aujourd'hui, nous sommes quel jour? Nous sommes lundi 20 avril. Cela signifie que hier, nous étions dimanche 19 avril. Et demain, nous serons donc mardi 21 avril. In English, we can say... Today we are Monday 20th of April. Ok? Le proverbe du jour, le voici. Passer du coq à l'âne. Alors je vais mettre le petit logo pause et je vais vous laisser réfléchir un petit moment. Donc je vais le déplacer, regardez, on n'a pas besoin de le mettre si gros. Le petit logo pause juste pour réfléchir. Et dès que vous avez fini, vous pouvez relancer la vidéo et on va voir ensemble ce que signifie l'expression passer du coq à l'âne. Passer du coq à l'âne, qu'est-ce que ça signifie? Passer du coq à l'âne, on l'entend très souvent lorsqu'on est par exemple dans une conversation, on va parler d'un sujet, et d'un coup, on va parler d'un sujet qui n'a rien à voir. Je vous donne un exemple. Hier, j'ai été manger chez ma tante. Ce matin, mon chat n'a pas mangé ses croquettes. Dans la conversation, j'ai 2 sujets qui ne se suivent pas, qui n'ont aucun lien entre eux. On peut dire que je passe du coq à l'âne. Une autre signification de cette expression, de ce proverbe, signifie tout simplement qu'on va démarrer une activité, et sans même l'avoir terminée, on va passer tout de suite à la suivante. D'accord? Exemple, je suis en train de préparer le repas, et avant même d'avoir fini, je pars faire une séance de sport. Et puis je ne termine pas ma séance de sport, hop, je vais lire un livre. On peut dire que je passe du coq à l'âne. D'accord? Je passe d'un sujet à un autre qui n'a aucune importance. Une grosse différence entre un coq et un âne. On passe tout de suite à la météo. La voici. Alors moi aujourd'hui il fait plutôt beau, donc du soleil sur la France. Le personnage du jour. Alors j'ai diffusé dès le début de ce rituel 2 photos. D'accord? C'est le même personnage. Ce que je vous propose, c'est un petit temps de pause. N'hésitez pas justement à en parler avec vos parents, d'accord? Voir s'ils le connaissent, etc. Et puis on revient ensemble tout de suite pour dévoiler qui est ce personnage. Nous revoici et nous revoilà. Ce personnage, c'est tout simplement Gandhi, Mahatma Gandhi. Mohandas Karamchand Gandhi est un homme politique qui a permis à un pays tout entier, l'Inde, de devenir un État indépendant en 1947. Il est surnommé le Mahatma. Gandhi, il est très connu pour sa non-violence. C'est un gouvernant, d'accord, un homme politique qui a prôné la non-violence. Il était contre la guerre, il a essayé de faire passer toutes ses idées de façon pacifiste. Pacifiste, c'est tout simplement en utilisant la paix. On va regarder tout de suite une petite vidéo sur Gandhi. N'hésitez pas à baisser le son si la vidéo est un peu forte. On y va ? À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est qui Gandhi? Mohandas Karamchand Gandhi est un homme politique qui a permis à l'Inde de devenir un État indépendant en 1947. Surnommé le Mahatma, Gandhi est aussi très connu pour sa non-violence. Depuis 1858, l'Inde était une colonie britannique, c'est-à-dire un territoire appartenant à la Grande-Bretagne. Cela veut dire que les Britanniques exerçaient leur loi sur les Indiens.
Certains Indiens s'étaient déjà révoltés contre cette autorité, mais ils avaient été arrêtés par l'armée britannique. Gandhi décide donc dès 1920 d'employer d'autres moyens fondés sur un principe de non-violence. Ainsi, il demande aux millions d'Indiens de ne plus acheter de produits anglais, par exemple en cousant eux-mêmes leurs vêtements au lieu d'en acheter. Et comme les Indiens étaient obligés de payer un impôt sur le sel et n'avaient pas le droit d'en récolter, Gandhi montre alors l'exemple en allant recueillir de l'eau salée au bord de l'océan pour en faire du sel. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, il demande aux Indiens de ne pas y participer pour augmenter la pression sur les Britanniques. C'est ce qu'on appelle la désobéissance civile. Même si Gandhi est envoyé en prison plusieurs fois, lui et son mouvement politique vont réussir à faire plier les Britanniques. En 1947, l'Inde devient indépendante. Mais un an plus tard, Gandhi est assassiné par un opposant politique. Ces principes de non-violence ont inspiré d'autres dirigeants, comme Martin Luther King, le responsable de la lutte pour les droits des Noirs aux États-Unis. Tu te poses des questions? Voilà, cette vidéo résume assez bien qui était Mahatma Gandhi. On va passer tout de suite au programme de la journée. Donc, dans cette session, nous allons faire tout simplement, je vais enlever ma caméra pour que tout le monde puisse voir, petit rituel en français et en mathématiques, ça va durer environ 10 minutes. Ensuite, on fera un petit peu d'orthographe en français. En maths, on va s'intéresser aux grandeurs et mesures. On fera un petit peu de questionner le monde. Puis, on fera un petit peu de lecture et on terminera par de l'enseignement artistique. On fera des arts visuels. On est donc parti avec les rituels. Première consigne, d'accord? Là, c'est le rituel de français. Ok, on est en dictée. Et c'est une dictée un petit peu particulière. On imagine que cette dictée a été réalisée par un enfant qui a fait énormément d'erreurs. Okay. Vous allez devoir trouver toutes les erreurs qui ont été réalisées dans cette dictée. Je vous l'indique, il y en a 17. Normalement, de ce que je me souviens, il y a 17 erreurs dans cette dictée. Ce sont des erreurs d'orthographe. Okay. Ce que je vous propose, c'est de mettre la petite vidéo sur pause, de faire l'exercice. Donc l'idée, c'est vraiment de réécrire la dictée sans les erreurs. Okay. Première étape, vous pouvez essayer de les repérer, de les écrire sur votre cahier de brouillon. Et ensuite, vous pouvez tout simplement réécrire la dictée sans les erreurs. Je vous laisse avec le logo pause. Ok, je vais l'enlever bien entendu. Et dès que vous avez terminé, vous pouvez passer à la correction en appuyant de nouveau sur lecture. N'oubliez pas, et j'ai oublié de le dire, dans la description de la vidéo, vous avez l'ensemble du déroulé de cette session, okay, que vous pouvez imprimer si vous en avez la possibilité. Bien sûr, ce n'est pas du tout obligatoire, vous pouvez tout faire sur le cahier de brouillon à partir de la vidéo. Je vous laisse, à tout de suite. Bien, vous avez terminé votre exercice, on va donc passer à la suite. J'enlève le logo et on y va. La correction, la voici. C'est l'été et il fait chaud. Il y avait bien entendu 3 erreurs dans cette phrase. Et qui est le et de et puis, donc ET. Il fait chaud, s'écrit IL, tout simplement, pas de S, pas d'accord. Et fait F-A-I-T, et ce n'est pas la fait F-E accent aigu E qu'on peut retrouver dans les contes. Louise et son petit frère, Marius, jouent au bord de l'eau pendant que leur père prépare le repas. Petit. Lorsqu'on le met au féminin, nous pouvons dire petite. Par conséquent, il y a un T à la fin de petit. Joue au bord de l'eau. On estime qu'il n'y a qu'un seul bord de l'eau, donc eau sans le X. L'eau, bien entendu, c'est E-A-U, c'est l'eau qu'on boit, l'eau dans laquelle on peut se baigner lorsqu'on est dans une piscine, etc. Pendant que leur père prépare le repas. Que, bien entendu, c'est le petit mot qui s'écrit Q-U-E, et le mot père s'écrit E accent grave et non pas E accent aigu. On dit bien père et non pas père. Prépare le repas, on ne dit pas le repas, on dit le repas. Par conséquent, un seul P. Leur mère apporte 2 grosses bouées. Leur mère, ce n'est pas l'heure de notre montre, c'est bien leur mère qui indique c'est la mère des 2 enfants.
apporte 2 grosses bouées. On dit bien grosse et non pas grosse, par conséquent, je n'oublie pas les 2 S. ES, il n'y avait pas d'erreur. L'une est en forme de canard et l'autre représente une licorne. La forme FORME, autre AUTRE. Louise et Marius. Si on met EST, cela implique que Louise est vraiment Marius. C'est-à-dire que Louise, c'est la même personne que Marius. Or là, c'est pas ce qu'on nous dit. On nous dit que Louise et Marius, les 2 enfants, donc ET et puis Marius, choisissent chacun la leur. La leur, le petit mot là qui remplace quoi? Qui remplace la bouée. Ils sont tellement heureux. Sont, S-O-N-T, c'est le verbe être employé au présent de l'indicatif avec le pronom personnel il avec un S, donc S-O-N-T. Et heureux, d'accord, bien que heureux, lorsqu'on le met au féminin, nous donne heureuse, fait partie des mots qui possèdent un X à la fin. D'accord? Et ce X est invariable, on le retrouve tout le temps. On compte le nombre d'erreurs pour voir donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On a bien trouvé les 17 erreurs. On peut passer au rituel de mathématiques. Et le voici. Alors, le rituel de mathématiques, je vais enlever ma caméra. Ce sont des pyramides que vous pouvez trouver sur le site Bootgom, il y en a plein, c'est un principe de calcul mental. Vous allez donc devoir reproduire ces pyramides, alors très vite, sur votre cahier de brouillon. Okay, donc, le principe, c'est qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 paliers. Premier palier, il y a 5 nombres. On peut voir dans la première pyramide, 5, 1, 2, 4, 1. Ensuite, il y a 4 nombres à trouver, 3 nombres, 2 nombres, et puis un nombre, le résultat final. Comment ça va marcher? C'est tout simplement des additions. Vous allez devoir additionner 5 plus 1 et mettre le résultat dans la case qui est juste au-dessus. Ensuite, vous allez additionner 2 plus 1, vous allez mettre le résultat juste au-dessus, 4 plus 2, le résultat juste au-dessus, et 4 plus 1, le résultat juste au-dessus. Vous avez une nouvelle ligne de résultats, les 4 cases. À ce moment-là, vous reproduisez l'exercice. Avec les résultats que vous avez trouvés, vous les additionnez, et le résultat, vous le mettez dans la case qui est juste au-dessus. À la fin, vous allez avoir un résultat global, général, pour chaque pyramide. Ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement de mettre la vidéo sur pause et de faire votre exercice. Allez-y. Bien, j'espère que tout le monde a réussi cet exercice. On va enlever le logo pause. Si vous n'avez pas terminé, vous pouvez continuer tranquillement en mettant pause sur la vidéo. Sinon, on corrige tout de suite. On y va donc pour la correction. 5 plus 1 nous donne 6 sur la première pyramide. 1 plus 2 nous donne 3, 4 plus 2 nous donne 6, 4 plus 1 nous donne 5. On a donc des nouveaux résultats. 6, 3, 6, 5. Et on continue encore, et on retrouve un résultat final pour la pyramide numéro 1 qui est de 38. Pyramide numéro 2, 55 pour le résultat final. Alors, plus on monte dans la pyramide, et plus les calculs sont difficiles. D'accord? N'hésitez pas à reproduire ce genre d'exercice à la maison en calcul mental. C'est simple, vous prenez une pyramide, telle quelle, vous écrivez 5 nombres au hasard, et vous vous entraînez à calculer, vous faites vérifier par vos parents, par exemple, et cela vous entraînera sur le calcul mental. Okay? Bien sûr, pas question d'utiliser de cahier de brouillon, on essaie de tout faire de tête, même sur les résultats un peu durs, on essaie de trouver des petites techniques, d'accord? Les petites techniques, ça passe par le passage à la dizaine, par exemple. Si je veux faire 27 plus 28, 27 c'est quoi? C'est presque 25, c'est 25 plus 2, donc je garde ces 2. 28 c'est quoi? C'est presque 25, c'est 25 plus 3, donc 25 plus 25, je sais que ça fait 50, et j'additionne donc 50 plus 2, 52, 52 plus 3, 55, et je retrouve le résultat assez facilement. 20 plus 18 c'est assez facile, 2 dizaines, plus une dizaine ça me fait bien 30, plus 8 unités, 38, ok? N'hésitez pas à réfléchir sur sur vos calculs. Bien, on passe tout de suite à
la suite, eh ben, on va commencer tout simplement par le français. Et en français, on va commencer avec cette petite découverte. Alors, je vais réduire un petit peu ma caméra pour que tout le monde puisse voir. Je vous rappelle qu'on est en orthographe, vous allez avoir besoin de votre cahier de brouillon, et on y va. On a donc une image, ou plutôt deux images, qui sont accolées l'une à côté de l'autre. Pour chaque illustration, c'est-à-dire pour chaque image, on voit les pointillés qui sont au milieu. Vous allez devoir faire une liste de noms qui désignent les personnages. Ok ? Et de quel genre sont les noms de la liste de gauche et ceux de la liste de droite? Comment a été formé le féminin des noms? Et enfin, quels sont les noms pour lesquels le féminin est un nom différent? Ok? Donc, vous prenez les deux illustrations, vous regardez, vous faites une liste sur votre cahier de brouillon avec d'un côté les noms des personnages et de l'autre côté les noms des personnages. Ensuite, vous allez devoir donner leur genre. On rappelle ce que c'est le genre, féminin ou masculin. Comment a été formé le nom des féminins? Vous regardez tous les noms qui sont au féminin et vous essayez de trouver des choses qui se ressemblent ou alors au contraire des choses qui sont différentes. Et enfin, vous allez regarder dans les noms féminins que vous avez, quand est-ce qu'on utilise un nom féminin qui est complètement différent du nom masculin du personnage. C'est simple. Je vous laisse avec le logo pause. Et on se retrouve tout de suite, d'accord, pour la vidéo, pour la correction tout simplement. Ok, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Tout le monde a bien mis sur pause pour faire l'exercice. On passe à la suite. On a donc d'un côté une boulangère, une charcutière. Ok, on a une maman, une petite fille, on peut supposer que c'est une chienne et un chiot. On suppose uniquement. De l'autre côté, on a un boucher, un boulanger, un papa, un monsieur, et un enfant. D'accord ? On a aussi un chien. Alors on ne sait pas si c'est un chien ou une chienne, on peut supposer que c'est un chien, mais on verra pourquoi. De quel genre sont les noms de la liste de gauche ? On peut voir plutôt que ce sont des personnages féminins, donc les noms de la liste de gauche sont plutôt au féminin, et ceux de la liste de droite, on peut voir que c'est plutôt des personnages masculins, donc le genre est plutôt masculin. Comment a été formé le féminin des noms ? Boulanger, boulangère, on s'aperçoit que, on a pris le nom masculin, on a rajouté le E, et le boulangeur est devenu boulangère. D'accord ? Charcutier, charcutière, c'est exactement le même principe. Ok ? Qu'est-ce qui se passe pour la maman et le papa, l'homme et la femme ? On s'aperçoit, et ça répond à la dernière question, qu'il y a certains noms féminins qui sont fabriqués avec un mot qui est complètement différent que celui du masculin. Papa pour le masculin, maman pour le féminin. Ok ? On voit tout de suite, justement, donc on a procédé à la correction, on voit tout de suite la leçon. Alors, on va enlever la caméra pour que tout le monde puisse voir. On va les lire ensemble. Le féminin, c'est quoi ? C'est tout simplement lorsqu'on utilise pour une personne au féminin, d'accord, une femme, on va utiliser le féminin. Et pour un homme, on va utiliser le masculin. Le féminin d'un nom se forme donc très souvent, ça c'est la plupart du temps, en ajoutant un E au masculin. Un ami devient une amie. D'accord ? Les noms terminés par ER, comme le boulanger ou le charcutier dans notre exemple, prennent un accent grave. On a ce ER qui devient E accent grave R, et on rajoute toujours le E au féminin. Un boulanger devient une boulangère. Les noms terminés par E se terminent généralement, lorsqu'on est au féminin, en euse. Un danseur, une danseuse. Un coiffeur, une coiffeuse. Certains noms doublent leur consonne finale avant le E. Le lion devient une lionne, un chat devient une chatte. On a doublé le N, on a doublé le T. Ok ? Et parfois, la dernière lettre du mot peut changer. Si on prend l'exemple du loup, on se retrouve avec
une louve. Ça, c'est tout simplement ces 5 premiers tirets, c'est lorsqu'on a une modification du nom au masculin pour fabriquer le nom au féminin. D'accord ? Mais attention, parfois, on a des mots qui sont identiques pour le féminin et pour le masculin. C'est le cas, par exemple, d'un élève et d'une élève. Autre chose, autre mot que nous avons, on a parfois des mots qui sont complètement différents. On l'a pris, l'exemple, c'est l'exemple d'un papa ou d'une maman. C'est l'exemple aussi tout simplement d'un homme et d'une femme. D'accord ? Un garçon et une fille. Plusieurs choses pour justement différencier le féminin du masculin. On a énormément d'exemples. Il va falloir essayer de s'en souvenir. On va passer tout de suite aux exercices. Ok ? Je vous ai proposé ici 3 exercices. On va lire ensemble les consignes et puis je vais vous laisser un petit temps pour les faire. Premier exercice, alors c'est l'exercice 3. Écris ces noms de métiers au féminin. On a plusieurs noms de métiers, vous allez essayer de vous référer à la leçon qu'on vient de voir. N'hésitez pas à faire, si vous en avez besoin, un petit retour arrière, d'accord, pour aller voir la leçon. Et nous allons voir ensemble les différents mots. Le boucher, le coiffeur, l'infirmier, le boulanger, le vendeur, le maquilleur, le serveur. Nous avons donc tous les exemples dont nous avons parlé juste avant. Exercice numéro 4. Vous avez des noms qui vont être au féminin et le but, ça va être de devoir les écrire au masculin cette fois-ci. On part du féminin et on essaie de voir ce qui pourrait donner au masculin. Une camarade, une peintre, une violoniste, une artiste, une pâtissière, une caissière, une crémière, une fermière, une chirurgienne, une magicienne, une musicienne, une mécanicienne, une chanteuse, une acheteuse, une parfumeuse, une joueuse. Écris donc ces noms au masculin. Attention, hein, on reprend bien tous les exemples de la leçon, on essaie de réfléchir un petit peu à ce qui va le mieux. Exercice 5, enfin, écris au féminin les noms en gras. Vous avez des mots en gras dans des phrases. Vous allez devoir réécrire la phrase complète, mais vous allez devoir changer ce mot en gras. Alors le mot en gras, celui qui est écrit en écriture un petit peu plus grosse, d'accord ? Le gras, c'est par exemple un chirurgien habile opère un malade, c'est un chirurgien qui est écrit en gras. Deuxième phrase, un athlète. Troisième phrase, un nageur. Quatrième phrase, un coureur. Vous réécrivez la phrase et vous changez uniquement le mot en gras par le mot au féminin. Je vous laisse réaliser l'exercice. Mettez pause sur la vidéo. Faites votre exercice tranquillement. Prenez le temps qu'il vous faudra. Et vous revenez sur la vidéo. Vous mettez sur lecture et on corrige tout de suite. J'espère que cet exercice n'a pas été trop compliqué. On passe tout de suite à la correction, tout simplement. Alors, on va enlever le logo pause, on va enlever le logo retour arrière, et on passe à la correction. Écris ces noms de métiers au féminin. Le boucher donnait la bouchère. Nous avions ensuite la coiffeuse, l'infirmière, la boulangère, la vendeuse, la maquilleuse et la serveuse. Ok ? Deuxième exercice, nous avions donc un camarade, un peintre, c'est un mot qui s'utilise pour le féminin et le masculin. Un violoniste, c'est la même chose, et un artiste, c'est pareil. On retrouve ici des mots qui sont exactement les mêmes au masculin et au féminin. Un pâtissier, un caissier, un crémier, un fermier, ça reprenait l'exemple du boulanger, de la boulangère. On a ici des mots où on va enlever le E, et à la fin, le R de pâtissière va devenir E de pâtissier. Un chirurgien, un magicien, un musicien, un mécanicien. Autre exemple de la leçon. Et enfin, dernier exemple de la leçon. Un chanteur, un acheteur, un parfumeur, un joueur. Et voilà pour l'exercice numéro 2. On passe tout de suite à l'exercice numéro 3. Alors, il y avait un mot qu'on retrouvait dans les deux, c'était le mot chirurgienne. On a doublé la consonne. Un chirurgien devient une chirurgienne habile, opère un malade. D'accord ? Donc chirurgienne, on double la consonne. Bien sûr, il fallait uniquement changer
un chirurgien et pas le reste de la phrase. Un athlète devient une athlète, un nageur devient une nageuse, et un coureur devient une coureuse, tout simplement. On passe tout de suite à la suite, justement, et on va passer à cet exercice j'approfondis. C'est un petit exercice qui va vous permettre d'approfondir la notion. Ok, nous allons avoir une arche, c'est l'arche de Noé, dans laquelle des animaux trouvent refuge. Vous allez devoir vous aider du dessin pour essayer d'écrire le nom de la femelle et du mâle de chaque couple. D'accord? Donc là, c'est une petite activité autonome. Ok? Donc vous allez tout simplement faire votre petite activité sur votre cahier de brouillon en autonomie. Et on passe tout de suite. Donc vous pouvez mettre, bien entendu, sur pause. Ok? Vous faites votre exercice. Et on passe tout de suite à la suite, justement. Et on va passer aux mathématiques. Alors, mathématiques, on est parti? Première chose, nous allons tout simplement regarder, observer ce qui se passe dans cette image. Je vous laisse un petit temps, d'accord, pour regarder, observer. Dès que vous avez pris suffisamment de temps, on peut reprendre la lecture ensemble. Je mets sur pause. Bien, nous avons donc deux balances. Aujourd'hui, nous allons parler des masses, d'accord, de la masse de chaque objet, ce qu'il pèse, tout simplement. On a d'un côté une balance, on appelle la balance Roberval, avec deux plateaux. Ok? Le principe, c'est lorsqu'on met un objet dans un plateau, il faut mettre un objet qui a la même masse dans l'autre plateau. Sinon, les plateaux sont déséquilibrés. L'objet le plus lourd va descendre, l'objet le plus léger sera en haut. Et l'aiguille indiquera justement l'objet le plus lourd. Ici, dans notre exemple, on peut s'apercevoir que les craies qui sont disposées par le petit garçon font le même poids que la pomme qui est de l'autre côté. À quoi est-ce qu'on voit ça? Tout simplement, les plateaux sont à l'équilibre, et puis on a cette aiguille qui est droite. Maintenant, que pensez-vous de la balance Roberval de droite? On a une pomme, pareil, même exemple, et de l'autre côté, on a des gommes. Alors à vous de compter le nombre de gommes qu'on a, et regardez, on a aussi une balance qui est à l'équilibre. Les deux plateaux sont à la même distance, ça veut dire que les deux objets de chaque côté font le même poids. Question. Lucille, qui est la petite fille de gauche, a pesé une pomme en utilisant le bâton de craie. Elle en a utilisé un, c'est-à-dire c'est son unité. Au lieu d'en prendre un, elle a dû en prendre plusieurs pour pouvoir mettre en face, justement, de la pomme. Si elle n'avait mis qu'un seul bâton de craie, qu'est-ce qui serait passé à votre avis? La pomme, plus lourde, aurait fait pencher la balance de son côté. Elle a utilisé donc le bâton de craie comme unité de masse. Ok? Maintenant la question c'est, combien est-ce qu'elle en a utilisé? Et deuxième question, Marco, qui est le petit garçon du milieu, lui, il s'est occupé de la balance avec les gommes. Comment est-ce qu'il a pesé la pomme? Vous allez devoir mettre sur votre cahier de brouillon combien de bâtons de craie pèse la pomme et combien de gomme pèse la pomme. Je vous laisse réfléchir. Je mets le petit logo pause et on se retrouve tout de suite. Bien, on y va pour la correction. 15 craies. On peut les compter facilement. La pyramide de craie, il y en a 15. Et il n'y a que 10 gommes. Ok? Donc, la pomme pèse 15 bâtons de craie et la pomme pèse aussi 10 gommes. D'accord? Maintenant, regardons cet exemple. L'aiguille de la balance est au milieu. Les deux plateaux sont alignés. On peut dire que la pomme pèse 15 craies. Ok? La pomme a la même masse que 15 craies. Ok? Si j'enlève cette fois-ci ma caméra,
De l'autre côté, on a l'aiguille de la balance qui est elle aussi au milieu. Les deux plateaux sont bien alignés. On peut dire que la pomme pèse 10 gommes. La pomme a donc la même masse que 10 gommes. Mais alors j'ai une question. Que se passe-t-il si on décide de mettre d'un côté sur notre balance, on a sur notre balance d'un côté les 10 gommes et puis de l'autre côté les 15 craies? Que va-t-il se passer avec la balance? Est-ce qu'elle va rester à l'équilibre? Est-ce qu'il y aura un objet qui sera plus lourd? Ou est-ce qu'il y aura un objet qui sera plus léger? À vous de me dire. Vous réfléchissez bien et on corrige ensemble. Petite pause. J'espère que vous avez bien réfléchi. On voit tout de suite la réponse à cette question. Si on décide de mettre les 15 craies et les 10 gommes sur la balance, on va avoir une balance à l'équilibre. Pourquoi alors, vous allez me dire? Parce que tout simplement, on a vu que les 15 craies avaient la même masse, pesaient le même poids qu'une pomme. Et que 10 gommes pesaient aussi le même poids, avaient la même masse qu'une pomme. Ça veut donc dire qu'une pomme, la masse de une pomme, c'est donc 15 craies ou 10 gommes. Ça veut dire que 15 craies a la même masse que 10 gommes. On regarde ensemble? Alors, cela signifie donc que l'on peut mettre des objets qui ont la même masse et on peut les comparer. Ce qu'on a vu avec les deux personnages, c'est qu'ils ont utilisé deux unités de masse différentes. Marco a utilisé plutôt des gommes, il en a eu besoin de 10 pour avoir la même masse que la pomme, tandis que la petite fille, elle a utilisé 15 craies, elle a utilisé l'unité de masse craie. On va regarder les exercices ensemble. Premier exercice, on a le petit garçon qui nous dit « J'ai pris non plus une craie ou une gomme comme unité de masse, mais lui, il a décidé de mesurer la masse des objets en utilisant une bille. Une seule bille. Ok ? Et on vous pose la question. Il utilise d'abord la balance Roberval pour peser un ciseau, puis pour peser de la colle, un tube de colle, et ensuite il nous demande de comparer des objets. On va voir ce qui se passe. Le ciseau, en face, il y a un nombre de billes, à vous de l'écrire dans le tableau. Deuxième balance, vous avez d'un côté le flacon de colle, et de l'autre côté un nombre de billes. Ok ? Et ensuite, ce qu'on vous demande, c'est si je mets la colle et le ciseau sur un plateau, que les plateaux sont à l'équilibre, ça veut dire que de l'autre côté, j'ai exactement la même masse, combien de billes pèse la trousse? À vous de réfléchir. On va mettre sur pause. Je vous laisse faire l'exercice et on corrige ensuite. Bien, on corrige? Alors, si on regarde, on enlève le pause. On va avoir d'un côté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 billes. Ok? Donc, les ciseaux pèsent 6 billes. Et de l'autre côté, on va avoir le flacon de colle avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 billes. Ça veut dire que le flacon de colle pèse 8 billes, vu que les plateaux sont à l'équilibre, et que de l'autre côté, on a la paire de ciseaux qui pèse 6 billes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on met les ciseaux et la colle sur le même plateau, et que de l'autre côté, on a un objet qui fait la même masse? Ça veut donc dire que les ciseaux qui font 6 billes, plus le flacon de colle qui font 8 billes, combien est-ce qu'il y a en face de poids? À combien de billes est-ce que ça correspond? Tout simplement, la trousse correspond à 6 plus 8. Et 6 plus 8, ça fait 14. Donc, ça veut dire que sur je vais vous montrer ici, sur le plateau qui est ici, on se retrouve avec 14 billes. Pour que la balance soit à l'équilibre, il faut que de l'autre côté aussi, il y ait 14 billes. Par conséquent, la trousse pèse 14 billes. Ok ? J'espère que vous avez bien compris ces deux exercices.
toujours utiliser l'unité de masse, une unité de masse. En France, c'est par convention, on utilise comme unité de masse le gramme, le kilogramme. Si vous faites de la cuisine, vous allez plutôt utiliser des grammes. Si vous montez sur une balance ou que vous avez besoin de peser votre propre poids, vous allez plutôt utiliser des kilogrammes. Grammes et kilogrammes, ce ne sont rien de plus que des unités de masse. On a utilisé les billes ici, et on verra, ou vous verrez plutôt avec votre enseignant, vos enseignants, comment faire pour peser en grammes ou en kilogrammes, en utilisant la balance Roberval. On va utiliser des poids, tout simplement, qui seront comme les billes de l'autre côté et qui pèseront un certain poids. J'espère que cette session de mathématiques vous a plu. Nous allons passer tout de suite à questionner le monde. Je vais remettre ma caméra ici, et c'est parti. On se retrouve avec des images. Ok ? Pour l'instant, je vais mettre le logo pause, et je vais vous laisser réfléchir un petit peu sur ces images. Pourquoi est-ce qu'elles sont là? Pourquoi est-ce que je suis venu les mettre là? Pourquoi est-ce qu'il y a des numéros? D'accord? Qu'est-ce que c'est? Petite pause et on se retrouve ensemble ensuite. Bien. Vous avez vu que ça concernait la nourriture. Ok, donc on va parler de la nourriture. Première image, on a du riz, de la viande, omelette, c'est-à-dire des œufs, du fromage, de la confiture de fraises, du yaourt, de la soupe à la tomate et du jus de fruits. Ok? L'idée va être de classer ces aliments dans différents groupes. Ok? Donc on a 8 images. Ces 8 aliments, il va falloir que vous trouviez sur votre cahier de brouillon 8 groupes dans lesquels les mettre. Et ces 8 groupes, il va falloir leur donner un nom. Ok? Alors, je dis 8 groupes, peut-être qu'il y en aura moins. Si vous avez besoin de classer dans 2 groupes différents, dans 3 groupes différents, à vous de me le dire. Vous allez donc classer l'ensemble de ces images dans des groupes, vous donner un titre à ces groupes, et vous expliquer pourquoi est-ce que vous l'avez mis dans ce groupe-là. Est-ce que c'est bon? Je vous laisse faire. On se remet sur pause. Je n'ai pas enlevé le petit logo pause, et on se retrouve tout de suite. Bien, cette fois-ci j'enlève le logo pause, et on y va. Le riz, la viande, les œufs, fromage, confiture de fraises, yaourt, soupe à la tomate, jus de fruits. Vous allez donc classer ces 8 images dans des groupes. On va voir quels sont ces groupes. Il existe, lorsqu'on va classer les aliments, il existe 7 grandes familles d'aliments. Nous allons voir comment les identifier. D'accord? Donc, il y a les sucres et les produits sucrés, les matières grasses, la viande, les poissons et les œufs, les produits laitiers, les légumes et les fruits, les céréales et dérivés des céréales, et les boissons de manière générale. Je vous laisse tout de suite avec cette petite vidéo qui nous explique tout. Génial! Maman est déjà rentrée des courses. Oh, j'espère qu'elle a acheté mes chocolats préférés. Oh là là! Les aliments n'ont pas l'air très en forme avec cette chaleur. On ferait bien de les ranger rapidement dans le frigo. Dis, et si on triait les aliments? Ce serait plus amusant. Super idée! Bon, par quoi on va commencer? Allez, les bouteilles, vous allez dans le bas du frigo au lieu de chahuter. Et voilà une première famille, les boissons. Regarde comme c'est joli! Voyons, maintenant autour des aliments d'origine végétale. Mais on ne va pas tous les mettre ensemble. On n'a qu'à prendre d'abord les céréales. Et maintenant, les fruits et les légumes. Non, pas tout le monde. Seulement les produits laitiers. Et maintenant, poisson, viande et les œufs, c'est à vous. 1, 2, 1, 2, 1, 2.
Qu'est-ce qui reste? Mes chocolats. Attends, il y a encore le beurre, l'huile. Allez, les matières grasses, c'est à vous. Et maintenant, on va enfin pouvoir ranger tes chocolats avec les autres sucreries. Tout en haut. Et voilà, on a fini. Oh! Mais regarde la tarte à la courgette et au saumon, elle ne sait pas où se ranger. C'est normal, c'est parce qu'elle appartient à plusieurs groupes d'aliments. Elle contient du saumon, des courgettes, du fromage à tartiner, des œufs, de l'huile d'olive, et la pâte est faite avec de la farine, du beurre et de l'eau. Regarde, les aliments forment une pyramide de 7 couleurs. Mais oui, c'est la pyramide alimentaire. Maman a pensé à tout, car pour être en bonne santé, il faut manger des aliments de chaque groupe. Mais pas dans les mêmes quantités. Alors ça veut dire qu'il faut boire beaucoup d'eau et limiter les sucreries? Eh oui, elles ne sont pas indispensables à la santé. Mais tu peux en manger de temps en temps pour te faire plaisir. Et de temps en temps, c'est maintenant, tu crois? Bien, voilà pour cette petite vidéo qui récapitule toutes les familles qui existent, les familles d'aliments qui existent. On va voir à présent comment classer nos images à nous. On a donc nos 8 aliments qui sont rangés dans différentes familles. La première famille, c'est la famille des viandes, poissons et œufs. On va pouvoir ranger la viande et l'omelette. Produits laitiers, on va ranger plutôt le yaourt. Légumes et fruits, on va pouvoir ranger des produits qui sont transformés. La confiture de fraises, c'est bien des fraises à l'origine. Et la soupe à la tomate, si on ne met que de la tomate, c'est de la tomate à l'origine. Céréales et dérivés, on va se retrouver avec le riz, féculents, etc. Et boissons, on va pouvoir mettre les jus de fruits. Alors les jus de fruits, on va pouvoir les mettre dans les fruits si uniquement ce sont des fruits. Sinon, on va plutôt les mettre dans la famille boissons. Ok ? Ce qui est compliqué avec ces 7 familles d'éléments, c'est que parfois, et on l'a vu avec la pizza dans l'exemple, on a parfois des aliments qui sont transformés. C'est-à-dire qu'on a ajouté plein d'aliments de plein de familles différentes. Et il faut décomposer ces aliments pour pouvoir les reclasser dans les 7 familles. Pourquoi est-ce qu'elles sont importantes, ces 7 familles d'aliments? Ça va nous aider tout simplement à mieux manger. En se disant par exemple qu'on a besoin de telle ou telle famille par jour, on va pouvoir comme ceci se dire tiens, à midi je vais pouvoir manger un petit peu de fromage, et puis le soir je vais manger un yaourt, et puis boisson il faut que je fasse attention, il ne faut pas que je mange trop de sucre et de produits sucrés par exemple, pas trop de matières grasses. C'est ce qui va nous aider à mieux manger, de connaître justement ces 7 familles d'aliments. J'espère que ça vous a plu. La petite vidéo de la leçon, on l'a faite. On va passer tout de suite à la lecture. On est donc parti avec la lecture. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser lire tranquillement. Donc là, je vais mettre le logo pause. Ok ? Vous lisez tranquillement à votre rythme. Vous pouvez mettre sur pause. Il n'y a aucun souci. Vous lisez tranquillement, c'est un documentaire. Une fois qu'on aura fini de lire le documentaire, on va le lire ensemble. Et ensuite, on passera à des petits exercices de compréhension. C'est parti. N'hésitez pas, si vous le pouvez chez vous, à lire à voix haute. Pause. Bien, j'espère que vous avez lu cette première partie. On passe tout de suite à la deuxième partie. De nouveau, je mets sur pause pour que vous puissiez lire. Bien, on passe à la troisième partie. Je remets sur pause pour que vous puissiez lire. J'enlève même la caméra. Voilà, comme ça vous pourrez lire confortablement. N'hésitez pas à mettre sur pause et on reprend tout de suite. Bien, nous allons lire ensemble. Alors, c'est parti. Une fiche documentaire, c'est la fiche de l'aigle royal. L'aigle royal est le plus grand des rapaces. Il atteint entre 75 cm à 88 cm de longueur et 2 mètres à 2,20 m d'envergure. L'envergure, c'est quoi? C'est lorsqu'il ouvre ses ailes au maximum.
D'accord? Lorsqu'on prend notre mesure à partir d'un bout de l'aile et qu'on va jusqu'à l'autre aile, on peut arriver jusqu'à 2,20 m, ce qui est quand même assez impressionnant, hein. Moi, par exemple, je mesure en hauteur 1,70 m, donc 2,20 m, c'est très grand. Pour chasser les aigles royaux, pour chasser, les aigles royaux repèrent une proie et plongent à plus de 150 km/h. D'accord? Vous imaginez le radar quand même à 150 km/h? Ils l'attrapent et la tuent avec leurs pattes qui ont des griffes recourbées. Ces griffes recourbées, ça s'appelle tout simplement des serres. S-E-2-R-E-S. On peut voir à droite une photo de l'aigle royal. L'alimentation. Qu'est-ce qu'il mange, cet aigle royal? Il est carnivore. Il mange toutes sortes d'animaux. Des lièvres, de petits oiseaux, des jeunes renards, des lézards. Si l'aigle royal ne trouve pas de proie vivante, il peut s'attaquer à ce qu'on appelle des charognes. Ce sont des animaux déjà morts. D'ailleurs, il existe une espèce d'animal qu'on appelle les charognards, d'accord, et qui vont venir justement manger lorsque il n'y a plus rien à manger parce que les animaux sont morts. L'habitat. L'aigle royal se trouve principalement dans les montagnes. Ils sont en Europe, en Amérique du Nord et en Asie centrale. Dernière partie. Si l'aigle royal ne trouve pas de proie vivante, on l'a déjà dit, il peut s'attaquer aux charognes. C'était la partie précédente. La reproduction. Le mâle et la femelle s'unissent parfois pour la vie. Ils construisent leur nid à l'aide de branchages et de brindilles, comme beaucoup d'oiseaux, d'herbes, d'écorces, de mousse. La femelle pond les œufs en mars ou en avril. On est en pleine période de ponte pour l'aigle royal. Les œufs sont plutôt blanchâtres, tachetés de brun, noir. Le jeune prend son premier envol vers 10 semaines de vie. Premier envol, ça veut dire qu'il commence à essayer de s'envoler à partir de 10 semaines de vie. Et on peut voir la photo d'un jeune qui a uniquement 14 jours. Et à côté, un œuf. On y va pour les questions? Alors, je vous ai proposé 4 questions, d'accord, qui sont issues d'un site qui s'appelle Bout de Gomme, sur lequel vous allez trouver plein de ressources, plein de documentaires comme ceci. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à en parler à vos parents, boutdegomme.fr. Question 1, que mange l'aigle royal? Question 2, colorie les mois de ponte de l'aigle royal. Janvier, avril, mai, mars. Au bout de combien de temps le jeune peut-il prendre son envol et comment s'appellent les griffes des rapaces? 4 questions plutôt simples. Vous pouvez y répondre sur votre cahier de brouillon ou à l'oral. Ce que je vous laisse faire, c'est faire un petit retour en arrière dans la vidéo si vous en avez besoin, d'accord, pour aller voir et chercher les réponses dans le texte. N'oubliez pas que vous êtes en CE1, CE2. On essaie de fabriquer des phrases lorsqu'on répond à des questions. Si je vous demande « Que mange l'aigle royal ?», vous ne devez pas me dire uniquement la réponse. Vous devez construire la phrase en me disant « L'aigle royal mange ». Et ensuite, vous donnez votre réponse. Je vous laisse faire ceci. On met la vidéo sur pause et on se retrouve dans un tout petit moment pour les réponses. On y va pour les réponses? C'est parti, attention, on y va. Alors, que mange l'aigle royal? L'aigle royal est carnivore. Ça veut dire qu'il mange toutes sortes d'animaux. Ok? Deuxième question. Colorie les mois de ponte de l'aigle royal. On en a parlé, on est en plein dedans, mars, avril. Au bout de combien de temps le jeune peut-il prendre son envol? Le jeune peut prendre son envol à partir de 10 semaines de vie. On le voit dans la dernière partie du document. Et enfin, comment s'appellent les griffes des rapaces? On en a parlé, elles s'appellent les cerfs. S-E-R-R-E-S. Essayez de bien vous souvenir de l'orthographe de ce mot. Cerfs, S-E-R-R-E-S. C'est fini pour la lecture. N'hésitez pas à lire pendant cette période de confinement. Lire un maximum de choses. Ça va vous aider justement à comprendre, à apprendre des mots nouveaux. C'est par la lecture que ça passe. On passe tout de suite aux arts visuels et puis on aura bientôt terminé. Nous voici donc avec une œuvre. On est en art visuel, d'accord? Cette œuvre s'appelle La Grande Vague de Kanagawa.
elle a été créée, hein, c'est une peinture, par un artiste qui s'appelle Hokusai. Je vous laisse un petit moment pour observer, regarder plein de détails sur cette image et on en parle ensemble. Je mets sur pause, je vous laisse réfléchir et on revient tout de suite. Ok, alors, on peut voir que c'est justement une grande vague. On peut distinguer un bateau à l'intérieur de cette vague, et au loin, on peut voir un mont qui s'apparente au mont Fuji. D'accord? Donc, cet artiste, il a voulu représenter cette énorme vague. Le but, justement, de l'art visuel aujourd'hui, ça va être de découvrir qui est ce monsieur, Hokusai. Hein. C'est un peintre japonais qui est né en 1760, qui est né en 1760 et qui est mort en 1849. D'accord? Il est connu pour sa série d'estampes, 36 vues du mont Fuji. C'est ce dont on parlait. Le mont qui est situé derrière s'appelle le mont Fuji. Et cette œuvre, qui est la Grande Vague, c'est l'œuvre la plus connue d'Hokusai. Ce que je vous propose à vous, en art visuel, ça va être de réaliser, vous aussi, votre vague. Le but est simple, hein. Vous allez tenter de reproduire l'œuvre de Hokusai, et pas Osukai, Hokusai, à votre façon, en utilisant les outils dont vous disposez à la maison. Alors ça peut être des crayons de couleur, des feutres, de la peinture, hein, de la gouache, de l'aquarelle, ce que vous avez à la maison, pourquoi pas faire du land art, tout simplement, en utilisant des objets que vous avez à la maison et de reproduire cette image. Vous essayez de la faire, et si vous pouvez, me l'envoyer soit via la chaîne, etc. Ça peut être intéressant, comme ça je la diffuserai aux autres pour voir un petit peu ce que vous avez fait. En demandant bien entendu la permission à vos parents, hein, s'ils sont d'accord avec ça. Donc, tentez de reproduire l'œuvre de Hokusai à votre façon en utilisant les outils dont vous disposez à la maison. On va se quitter tout de suite par ce petit sondage. Hein. Comment avez-vous vécu cette session? Est-ce que c'était horrible, trop long? Est-ce que, bof, vous avez appris des choses mais c'était pas sensationnel? Ou alors, est-ce que vous avez bien aimé cette session? En tout cas, moi, ça m'a plu de vous la faire partager, à vous, les élèves de CE1, CE2. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, où on parle un petit peu de tout, et de temps en temps, on rentre dans la classe quand même. À bientôt!